Viens est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village de Viens est un village médiéval perché, tourné face au massif du Luberon, sur la hauteur entre Apt et Céreste. La commune fait partie du périmètre du parc naturel régional du Luberon. Le village est perché sur la partie sud des monts de Vaucluse. Au sud et à l'est de la commune se déroulent deux vallées. Autour du village, un plateau perché est légèrement incliné entre 500 mètres sur sa partie la plus au sud, et 700 mètres sur sa partie nord. Le reste de la commune, soit sa partie nord, est une succession de vallons et collines avec un sommet à 784 mètres. On trouve aussi deux avennes, l'avenne de la Grande, au nord-ouest, et l'avenne des Douces. Sismicité. Les cantons de Beaugneux, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone 1B, risque faible. Tous les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Habitat perché. Château de Viens protégeant le village, est perché sur un éperon. Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages accrochés sur leur acropole rocheuse, qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons vers la vallée ou la voie de communication, un véritable front de fortification. Fernand Benoît souligne leur origine quelquefois préhistorique en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des Castellas. Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires, dont le terroir est pauvre en alluvions, et où l'eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence sauf dans la basse vallée du Rhône et dans celle de la Durance, où les terres alluvionnaires abondent et surtout où l'eau est facilement accessible pour chaque propriété grâce à un puits creusé dans la cour de la maison. De plus, ce groupement en communauté refermée sur elle-même correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural indispensable aux villageois, charrons, forgerons. A contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoît, la misère groupe l'habitat, l'aisance le disperse. Maison médiévale. Fernand Benoît explique que son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus. Effectivement, ce type d'habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois qui n'avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu de faire tenir des chevaux et un attelage. Elle se retrouve aujourd'hui dans nombre de massifs montagneux ou plateaux de la Provence occidentale. Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celle-ci finie, il y eut un mouvement de sortie pour établir dans la périphérie de l'agglomération des maisons à terre, plus aptes à recevoir des bâtiments annexes. Immeubles en hauteur dans la Jutarier, Juiverie, de Viens. En effet, ce type d'habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique, une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser 4 à 5 étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles, ces maisons ayant perdu leur statut agricole, sont d'installer un garage au rez-de-chaussée et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l'étage d'habitation par un escalier accolé à la façade. La présence de terrasses ou balcons était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes suspendus à un fil de fer.
Elle était appelée triare quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galarier ou soulerier. Maison à terre. Compartimentée dans le sens de la longueur, ce type de maison représente un stade d'évolution plus avancé que la maison en hauteur. Il est caractéristique de l'habitat dispersé. C'est l'habitation traditionnelle des pays de riche culture, et la lavande en fut une. Ce type de maison est divisé en deux parties très distinctes dans le sens de la longueur. Le rez-de-chaussée est occupé par une salle commune dans laquelle est intégrée la cuisine. Très souvent se trouve à l'arrière un cellier contenant la réserve de vin et une chambre. Un étroit couloir, qui permet d'accéder à l'étage, sépare cet ensemble de la seconde partie réservée aux bêtes. Celle-ci se compose, dans la plupart des cas, d'une remise qui peut servir d'écurie et d'une étable. L'étage est réservé aux chambres et aux greniers à foin qui correspond par une trombe avec l'étable et l'écurie. À cet ensemble, s'ajoutaient des annexes. Une des principales était la tour du pigeonnier, mais la maison se prolongeait aussi d'une soue à cochon, d'une lapinière, d'un poulailler et d'une bergerie. Alors qu'aucune maison en hauteur ne disposait de lieu d'aisance, même en ville, la maison à terre permet d'installer ces lieux à l'extérieur de l'habitation. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était un simple abri en planches recouvert de roseaux, canis, dont l'évacuation se faisait directement sur la fosse à purin ou sur le fumier. Maison à terre et sa treille à l'entrée du village. La construction d'un tel ensemble étant étalée dans le temps, il n'y avait aucune conception architecturale préétablie. Chaque propriétaire agissait selon ses nécessités et dans l'ordre de ses priorités. Ce qui permet de voir aujourd'hui l'hétérogénéité de chaque ensemble, où les toitures de chaque bâtiment se chevauchent généralement en dégradé. Chaque maison se personnalisait aussi par son aménagement extérieur. Il y avait pourtant deux constantes. La première était la nécessité d'une treille toujours installée pour protéger l'entrée. Son feuillage filtrait les rayons de soleil l'été, et dès l'automne la chute des feuilles permettait une plus grande luminosité dans la salle commune. La seconde était le puits toujours situé à proximité. Il était soit recouvert d'une construction de pierre sèche en encorbellement qui se fermait par une porte de bois, soit surmonté par deux piliers soutenant un linteau où était accrochée une poulie permettant de faire descendre un seau. L'approvisionnement en eau était très souvent complété par une citerne qui recueillait les eaux de pluie de la toiture. Le pigeonnier devint, après la Révolution, la partie emblématique de ce type d'habitat puisque sa construction signifiait la fin des droits seigneuriaux, celui-ci étant jusqu'alors réservé aux seules maisons nobles. Il était soit directement accolé à la maison mais aussi indépendant d'elle. Toujours de dimensions considérables, puisqu'il était censé ennoblir l'habitat, il s'élevait sur 2 étages, le dernier étant seul réservé aux pigeons. Pour protéger ceux-ci d'une invasion de rongeurs, son accès était toujours protégé par un revêtement de carreaux vernissés qui les empêchait d'accéder à l'intérieur. Maison à cour. Ce type d'habitation est composé de bâtiments et de dépendances ordonnées autour d'une cour centrale. Cet ensemble est caractéristique des grands domaines céréaliers et prend souvent l'aspect d'un château avec des murs flanqués d'échauguettes et des tours d'angle. Il est adapté à une vie agricole où le climat n'impose pas une grange pour engranger les javelles de blé avant le dépiquage, celui-ci ayant lieu aussitôt les gerbes coupées sur l'aire de terre battue. Dans ce mode culturel, les grains sont entrés en sac dans une remise tandis que les moissonneurs élèvent les meules de paille avec comme seule protection contre la pluie un mélange de poussier et de terre glaise. Seul est rentré le fourrage. Cette structure agraire est rare en Provence. Maison à tour, c'est le style des grandes maisons seigneuriales qui va traverser les siècles même après la Renaissance. Il s'agit de bâtisses isolées, avec ou sans cour intérieure, dont la façade est flanquée de 2 tours ou qui est protégée par 4 tours d'angle. La fortification des maisons de campagne est une pratique fort ancienne. Elle se retrouve, dès le haut Moyen-Âge, avec le castellum dont celles de Provence reprennent le plan avec ses tours d'angle. C'est un héritage romain puisque nombre de villes rustiques furent protégées par des tours. Grange à grains, ancien grenier à blé en bordure d'un champ. Dans les années 1980, le village devient comporter encore, dans ses abords sud et sud-ouest, 5 anciennes granges à grains avec leur aire à dépiquer respectives. Ces granges sont, du moins primitivement, des bâtiments rectangulaires allongés, en maçonnerie liée au mortier de chaux, à la toiture à 2 pentes couvertes en lauze, sur une voûte clavée en berceau, et aux entrées à encadrement en pierre de taille. Intérieurement, un rez-de-chaussée permettait de serrer les gerbes, tandis qu'un plancher dallé sous combe permettait de conserver les sacs de grains. Du fait de l'implantation des bâtiments dans un terrain en pente, un des pignons se trouve en partie enterré, ce qui permet un accès au comble depuis le terrain. Ces granges sont liées au passé agricole de Vien,
qui fut un centre de production céréalière et de commerce des grains entre Haute et Basse-Provence au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Cabanon. L'existence de cette maisonnette des champs est toujours liée à une activité agricole qui contraint le paysan à rester éloigné de sa résidence habituelle. Dans son étude sur l'habitat rural, Fernand Benoît envisage à la fois le cas du pastoralisme et celui du sédentarisme. Pour le premier, la transhumance, qui permet aux troupeaux d'estiver dans les alpages, implique l'usage d'un habitat sur place de type élémentaire pour le berger. Suivant le lieu, il prend l'aspect d'un jas en pierre sèche ou d'une cabane édifiée en matériaux composites. Ce refuge lui sert à la fois d'abri et de laiterie. Pour le paysan sédentaire, c'est l'éloignement de ses cultures qui impose un habitat aménagé près de son champ. Dans ce dernier cas, le cabanon correspond à un véritable habitat saisonnier qui est utilisé lors des travaux de longue durée. Ces cabanons, qui se trouvent à l'orée ou au centre du champ, avaient aussi un rôle d'affirmation sociale pour le paysan. Ils étaient considérés comme le signe de la propriété sur une terre qu'il entendait distinguer du communal. Les borises. On nomme ainsi en Provence une cabane de pierre sèche. Le terme de bori est issu du latin borie, déjà référencé dans le quartier Borianum d'Arles, et s'orthographie bori en provençal. Elle est aussi dénommée cabanon pointu dans les Alpes provençales, région de Forcalquier. Ce type de construction réalisée uniquement en pierre sèche permettait aux paysans de stocker, serré en provençal, ses instruments agraires, protéger sa récolte ou plus spécifiquement sa réserve d'eau, et au besoin, d'y passer la nuit. La borie était donc une annexe de l'habitat permanent. Ce type de construction en pierre sèche est facilité par l'épierrage des champs. En Provence, il est courant dans les régions montueuses, de plateaux secs, des coteaux travaillés en restanque. Histoire. Préhistoire. Un mobilier néolithique important, recueilli dans une demi-douzaine de stations, montre que la zone a été occupée assez tôt. Antiquité. Les Ligures, les Celtes, puis les Romains s'installèrent sur le territoire de la commune. Les nombreux vestiges romains et la proximité d'Apt montrent que la zone a continué d'être occupée durant la période romaine. Moyen Âge. Le château médiéval date du début du XIe siècle. Bien est cité en 1005 sous le nom de Veni, puis en 1225 sous son vocable actuel. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait un prieuré faisant office d'église paroissiale, jusqu'au début du XIIIe siècle, et deux églises, Saint-Féréol et Saint-Jean, dont elle percevait les revenus. En 1300, une petite communauté juive comptant 2 feux était établie à Vien. Le fief de Vien, relevé du comté de Forcalquier au XIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Vien, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le village fut le fief des Dagoux, puis successivement des Simianes, ancienne baronnie de Grange de Simiane, Sabran Forcalquier, Villemus, Glandevey, et enfin des Dagoux Montauban. Période contemporaine. À la suite de la Première Guerre mondiale, comme dans de nombreux villages français, la commune de Vien voit le nombre d'habitants diminuer fortement, passant d'environ 1000 personnes, à près de 400 entre le début du siècle et 1926. L'économie de la commune fut prospère dès le XVIIe siècle, avec la présence sur la commune de Vien, de foires et marchés, de nombreux artisans, chaudronniers, maçons, maréchaux ferrants, tisserands. 2 études notariales suivaient alors les diverses activités du village. L'agriculture diversifiée sur la culture de céréales, d'olives et l'élevage ovin, s'est complétée du travail du ver à soie, magnanerie. Sur cette commune se pratiquent actuellement des cultures fruitières et maraîchères, la culture et la distillation du lavandin. Elle produit des vins AOC Ventoux. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de Pays d'Aigle. Élevage ovin et caprin, avec production de fromage de chèvre, ferme biologique, laiterie et fromagerie, bovins, gîtes d'étape équestre et chambre d'hôtes. Tourisme, visite guidée du village, circuit balisé. Chemin de grande randonnée, GR6, de Tarascon, Bouches-du-Rhône, à Saint-Paul-sur-Ubaye, Alpes de Haute-Provence.